Et on retrouve Jean Z pour la suite de Culture Média sur Europe 1. C'est l'heure de dresser le bilan de toutes les chaînes de télé, mais pas que, puisqu'on va également s'intéresser à un média qui prend une place de plus en plus importante chaque année, ce sont les plateformes. Avec nous pour en parler de ce bilan des plateformes, deux journalistes, Juliette Heusbrock de Télé Loisirs, bonjour. Bonjour Jean. Maxime Guény de Média Plus, bonjour. Alors bonjour à tous les deux. Première question commune, est-ce que vous êtes des grands consommateurs de plateformes en tant que téléspectateurs, téléspectatrices? Est-ce que vous regardez plus aujourd'hui les plateformes, j'allais dire, que les télévisions tradies? Moi aujourd'hui je regarde plus les plateformes que la télé, pour la simple et bonne raison que avec le développement de ces dernières années, j'y retrouve aussi bien des séries, des films, mais que du divertissement, de la télé-réalité. En somme, quasiment tout ce que me propose la télé, sauf que je peux le consommer quand je veux et comme je veux, à la différence près que par contre on ne retrouve pas encore de l'info. Maxime Guény. Je suis un peu moins radical que Juliette. Il s'avère que je regarde encore beaucoup la télévision traditionnelle car j'adore le direct. Et les plateformes le font guère. En revanche, elles ont d'autres avantages. Pour preuve, selon Médiamétrie, en France, près d'un foyer sur deux est désormais abonné à un service de vidéo à la demande par abonnement. Bref, il faut dire que les contenus il y a un hyper choix avec les plateformes qui s'affirment avec leur capacité à collecter des données, qui permettent de cerner les besoins du public, d'orienter la consommation par les recommandations, voilà, des algorithmes performants. Donc, en gros, ils offrent une expérience plus ou moins personnalisée. Plus ou moins personnalisée. En France, on trouve, est-ce qu'on le sait d'ailleurs, est-ce qu'on trouve combien d'abonnés à ce type de plateforme ? Alors c'est quand même des chiffres qui sont assez compliqués à avoir, que les plateformes ne communiquent absolument pas, ça faut le savoir. C'est pas juste une question d'addition, c'est juste on n'a pas les chiffres. On n'a pas les chiffres. Par contre, on a des études qui nous permettent à peu près de le déterminer. Donc en 2022, par exemple, on estimait à environ 9,4 millions selon Capital le nombre d'abonnés en France, et avec une répartition avec environ 60% d'abonnés pour Netflix contre seulement 13% pour Prime et 12% pour Disney+. C'est vrai que les plateformes ont des politiques différentes concernant la divulgation de leurs audiences. Par exemple, Netflix considérait auparavant qu'un titre était vu si un compte l'avait regardé pendant au moins 2 minutes. Une méthode qui était évidemment critiquée, parce que vous avez aujourd'hui des entreprises comme Nielsen aux États-Unis qui tentent de fournir des estimations d'audience, mais ces chiffres ne sont pas toujours exacts, pas toujours complets, car ils n'ont pas accès aux données internes des plateformes. Oui, ce sont souvent des méthodes d'ailleurs copiées sur les plateformes en ligne comme YouTube. C'est, voilà, on regarde 1 minute, 2 minutes, et puis c'est comptabilisé comme une vue, même si le programme, lui, dure, je sais pas, 30 minutes ou 40 minutes, etc., etc. Après, on sait que Netflix représente plus de la moitié des heures de visionnage SVOD quotidiennes en France. On dit qu'elle serait la 5e chaîne de France tous les soirs. On le saura tout au tard parce que Médiamétrie va bientôt les comptabiliser. Est-ce qu'on sait s'il y a des mélanges? C'est-à-dire, moi je peux avoir par exemple Netflix et Prime, ce qui est le cas d'ailleurs, mais on peut avoir un Netflix Prime et que sais-je encore. Enfin, est-ce que les Français mélangent, on va dire, les genres et multiplient les abonnements pour avoir toutes les séries possibles, par exemple? Alors, ils peuvent multiplier les abonnements. Ça, c'est encore une fois, les plateformes communiquant de façon assez opaque, c'est assez difficile. Et puis, ils n'ont pas forcément envie, en plus, de communiquer sur le fait que leurs abonnés vont voir ailleurs, que les abonnés Netflix vont chez Disney, vont chez Prime. Par contre, il y a des offres aussi qui existent et qui sont assez avantageuses financièrement et d'ailleurs qui plaisent. Notamment, Canal offre un bouquet avec Disney+, Netflix, et depuis cette année, Apple en plus... TV+, Paramount+, 40 € par mois. Exactement, donc ça défie toute concurrence. Et d'ailleurs, justement, Canal avait communiqué en début d'année sur le fait qu'après l'annonce de son partenariat avec Apple TV+, ils avaient vu une explosion de leurs abonnements. Quelle est la plateforme qui a connu le plus grand succès, ou le plus de succès, j'allais dire, en cette année 2023? En gros, numéro 1, vous avez Netflix, numéro 2, Amazon Prime Video, numéro 3, Disney+, à peu près. D'accord. Alors Disney+, n'arrive pas, enfin en tout cas avec les chiffres que l'on a, si je comprends bien, n'arrive pas à dépasser Prime qui n'est donc plus une offre, on va dire, un peu cachée. Enfin, voilà, un peu... Après, Disney+, est arrivé beaucoup plus tardivement que Prime Video. Oui, tout à fait. Il y a une question d'antériorité. En fait, évidemment, Netflix, en 2023, même si on n'a pas encore les chiffres, on les aura début de l'année 2024, reste numéro 1, mais par une simple question d'antériorité d'arrivée sur le marché. Par contre, est-ce que, du coup, sachant qu'on a très peu d'infos sur les audiences et le nombre d'abonnés des plateformes, on peut considérer qu'une plateforme qui réussit son année, c'est la plateforme qui a le plus d'abonnés? Ça, c'est
c'est pas certain. Et à ce titre-là, justement, Prime et Disney mettent les bouchées doubles pour essayer de rattraper leur retard sur Netflix, et notamment Prime, effectivement, qui a explosé ces 2 dernières années avec une offre notamment sur la production locale, qui leur a permis de récupérer une visibilité énorme en France et donc de concurrencer Netflix. On va en parler. Quels sont les genres qui fonctionnent le plus sur ce type de plateforme? Alors, en numéro 1, vous avez les fictions, les séries évidemment. Les séries, ouais. Ensuite, vous avez les films, de plus en plus de films, parce que les gens veulent plus se taper forcément 8 fois 52 minutes d'un coup. Donc, en 1h30, ils veulent être tranquilles. Les collections documentaires, et puis vous avez ce qu'on appelle dans le jargon le flux, à savoir divertissement, télé-réalité, cooking show, entre autres. Le cooking show, ça marche. Ouais, je l'apprends. Ah bah oui, Top Chef et Master Chef ont été des énormes cartons sur les chaînes linéaires, et ça Netflix l'ignore pas, notamment Netflix, donc avec effectivement des cooking shows à travers le monde. Et effectivement, comme disait Maxime, les séries, ça reste le numéro 1, mais encore une fois, c'est mathématique. Les plateformes proposent plus de séries, et puis regarder une série, ça demande plus de temps que de regarder un film. Donc, par exemple, en termes d'attention, de concentration du spectateur, ça va lui demander plus de temps. Et ça, d'ailleurs, les plateformes l'ont bien compris. Et pour réussir à continuer de captiver ces abonnés sur les séries, ils vont maintenant aussi copier ce que fait la télé. En plus, en termes de contenu, ils le font sur le terme de la consommation. Donc avant, on parlait beaucoup de Netflix en disant tout est disponible, c'est du binge-watching. Exactement. On pouvait tout voir. Tout voir, tout le temps. On pouvait même le regarder en accéléré. Enfin, ça nous paraissait fou. Et aujourd'hui, ils font quand même un pas en arrière. Et aujourd'hui, il y a des séries qui sont diffusées avec un épisode par semaine. Là, The Crown qui vient d'arriver, qui est un énorme événement Netflix, pardon. Et par exemple, ils ont mis la moitié de la série finale disponible en novembre et la seconde partie en décembre. Et ça, ils rattrapent la télé. Et aussi parce que là, Netflix l'a bien compris, il se fait rattraper par ses petits copains. Et donc, du coup, c'est important de retenir ses abonnés. Et en étalant sa diffusion, il les retient plus longtemps sur sa plateforme. Allez, on va se retrouver dans un instant pour la suite du bilan 2023 des plateformes. C'est Culture Média jusqu'à 11h. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Jusqu'à 11h, c'est Culture Média sur Europe 1 avec Jean Z aux commandes, et on continue de dresser le bilan 2023 des plateformes. Oui, Netflix, Prime et consorts, pour en parler, donc de journaliste Juliette Eusbrock de Télé Loisirs, Maxime Guény de Média Plus. C'est quoi les séries qui ont le plus cartonné en termes médiatiques, puisqu'effectivement les chiffres c'est difficile, mais moi je pense à The Last of Us, qui a largement fait parler en tout cas d'elle. Quelles sont les séries qui ont marqué l'année? Ouais, absolument. Moi j'aimerais parler justement de The Last of Us, on s'entend bien. Avec plaisir. Parce que justement, alors effectivement, The Last of Us, c'est impossible de donner les audiences françaises. Ça a dans un premier temps été diffusé sur OCS à l'époque où les séries HBO étaient encore sur OCS. Aujourd'hui, c'est disponible sur Prime via le Pass Warner. C'est une série qui a été un carton mondial, en fait. Donc c'est une série qui est tirée du jeu vidéo The Last of Us. Et en fait, ça a été un carton de par le retentissement international que ça a eu. On connaissait déjà un peu l'acteur Pedro Pascal, qu'on avait vu dans The Mandalorian, dans Game of Thrones. Mais là, ça a été l'explosion de sa notoriété. Et surtout, ça a été un énorme phénomène des réseaux sociaux, cette série. Et en fait, ce qu'on voit aussi beaucoup avec les plateformes, justement, maintenant, c'est cette connexion et cette relation entre le succès d'un programme de plateforme et sa vie sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un programme qui cartonne sur une plateforme, c'est un programme qui a aussi une vraie vie sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram. Et il y a des retentissements médiatiques. On a beaucoup parlé de Tapi sur Netflix. Oui. On a beaucoup parlé de One Piece qui a été adapté en live action. Ouais, voilà. Aujourd'hui, la stratégie des plateformes, c'est de tirer leur épingle du jeu parce qu'il y a une telle profusion de contenu que vous êtes obligé, d'un point de vue marketing, de faire la différence. La différence, ça passe aussi par les documentaires sportifs. C'est vrai. Ils ont effectivement gagné en popularité ces dernières années. Ils ont cette capacité à raconter des histoires fascinantes, à donner un aperçu des coulisses des sports et à surtout présenter des personnalités emblématiques. Des documentaires comme The Last Dance avec Michael Jordan et l'équipe des Chicago Bulls sur Netflix a connu un énorme succès, entre autres. Absolument. J'avais eu la chance pour une enquête d'interviewer Dolores Emile, qui est la directrice des programmes non-fiction de Netflix France, et justement de discuter un peu de cette stratégie des documentaires sportifs que Canal avait déjà un petit peu, mais qu'on voyait pas du tout chez Prime, pas du tout chez Disney, et qui explose chez Netflix.
Et en fait, elle m'expliquait que tout l'intérêt pour eux du documentaire sportif, c'était déjà d'aller chercher des sports qui n'étaient pas les sports comme le foot, le rugby, qui sont les plus faciles d'accès, mais d'aller chercher des sports comme d'abord la Formule 1 et cette année le cyclisme avec le Tour de France. Et puis surtout d'aller chercher des gens qu'on ne connaît pas. C'est des documentaires qui sont efficaces. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont à la fois montés comme des téléréalités et à la fois comme des thrillers. C'est des vraies fictions, puisqu'on va identifier vraiment une personnalité forte et comprendre ses enjeux humains, ses drames personnels, mais aussi ses drames sportifs, et le suivre. Et c'est pour ça, moi, par exemple, à titre personnel, le Tour de France, c'était synonyme de sieste dominicale en famille, l'été. Voilà. On connaît celle-là, oui. Voilà, ça rimait avec les ronflements de la famille. Mais cette année, du coup, pour des raisons professionnelles, j'ai regardé la série et je me suis prise d'une passion folle pour le cyclisme. En plus, j'ai enfin compris comment fonctionnait une équipe. J'ai enfin compris qu'est-ce que je voyais à la télé, exactement. Et ce qui fait que j'ai regardé la saison du Tour de France avec passion. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a eu une vraie incidence, puisque le Tour de France a battu des records cette année sur France Télévisions d'audience, en rassemblant 42,5 millions de Français. Ils avaient jamais fait ça. Ouais, peut-être un effet du documentaire. À l'inverse, est-ce qu'on connaît les flops, les bides ? Alors, de facto, tout ce qui n'a pas été renouvelé n'a pas fonctionné. Donc, si vous ne voyez pas la suite à votre série préférée, ne soyez pas étonnés, c'est que des personnes n'ont pas regardé, de toute façon. Est-ce qu'on a des noms comme ça ? Est-ce qu'il y a des noms de séries qui ne sont pas renouvelées en tête ? Alors, il y a des séries qui n'ont pas été renouvelées, comme Shadow and Bone sur Netflix, par exemple, qui avait été un vrai carton en saison 1, pas renouvelé. Une autre série qui n'a pas été renouvelée, et pourtant c'était l'un des événements de l'année, c'est la série The Idol. Donc The Idol, qui est la série signée Sam Levinson, créateur de Euphoria. Et surtout, c'est une série qui a été présentée en avant-première au Festival de Cannes, dans lequel on pouvait retrouver Lily Rose Depp et le chanteur The Weeknd. Donc c'était un événement très attendu. Donc, fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp. Absolument. C'était un événement extrêmement attendu. Toute la presse se bousculait pour les avoir en interview, pour en parler. Et c'est une série qui a été un flop. Alors encore une fois, en France, on n'a pas les audiences, mais déjà la série a été annulée. Et en plus de ça, personne n'en parlait en France au niveau des spectateurs. Et les seuls qui en parlaient, c'était les journalistes, pour en dire tout le mal qu'ils en pensaient. L'année dernière, le directeur général de la BBC annonçait abandonner la diffusion linéaire, en tout cas pour une offre uniquement numérique à l'horizon 2030. Est-ce que c'est possible en France ? Non, je pense pas. On aura toujours besoin de cette complémentarité. Et bien que le streaming gagne en popularité, la télévision linéaire traditionnelle continue toujours de jouer un rôle important pour de nombreux Français, en particulier dans les segments de la population les plus âgés et dans les zones les moins connectées. En France et dans le reste de l'Europe, les chaînes de télévision linéaire captent encore 75 à 80% de l'audience télévisuelle. C'est énorme. Merci à tous les deux. Merci Juliette Osbrock de Télé Loisirs. Merci à Maxime Guény de Média Plus. Bonne fête à tous les deux. Culture